Le son est continu normalement, hein. Je sais pas, il doit y avoir un petit problème là. Bon. Ouais. Je vais accélérer un peu. Ah, mais ça, il va pas aimer si j'accélère. Bon, voilà. Bien. Donc, je reviens. C'est pas du tout. Non, pardon. Là, on anticipe. Ah, je suis un peu perdu dans les retours de. Ça revient pas au point de départ. Bon, ok, on va dire que c'est bon. Voilà, donc je reviens à l'image. Donc là, on vient de voir une performance. Donc ici, c'est assez net le rapport entre les arts plastiques et les arts de la scène, puisque on a, vous avez vu la création d'un calligramme, c'est un symbole pour la paix, et qui se fait avec le corps. Donc on est bien à la fois dans les arts plastiques et dans le théâtre. Dans la performance, le corps est toujours extrêmement sollicité. Comment vous comprenez la performance qu'on vient de voir? Qu'est-ce que ça évoque pour vous? Comment vous recevez ça? Ouais. Oui. Oui. Alors oui, ces cheveux deviennent l'outil, le pinceau, et ça, le corps qui devient outil de la performance, voire œuvre d'art, ça va être aussi une des constantes de la performance. Sur la portée, sur le sens de cette performance, faire un tableau avec ses cheveux. C'est un message de paix, c'est un calligramme pour la paix, c'était à l'occasion d'une manifestation pour la paix. Oui. Abîmé, je sais pas. Parce qu'il n'y a pas de... La performance, on va le voir, peut être très trash, très violente, mais là, j'ai pas l'impression, il y a plutôt, je trouve, une impression de douceur que d'abîmer. Mais il y a un message politique très fort ici, est-ce que vous le percevez? C'est très contemporain. Utiliser son corps comme moyen de demander la paix, c'est un peu, c'était la dernière solution possible. Oui, alors ça, c'est effectivement quelque chose qu'on voit beaucoup dans les performances et dans l'activisme politique. On l'a vu avec les Femen, par exemple. On a pu le voir il y a très longtemps déjà, enfin très longtemps dans les années 60 avec Yoko Ono. Mais il y a autre chose ici d'encore plus contemporain, d'encore plus actuel. Non, c'est beaucoup plus ancré dans l'actualité d'aujourd'hui. Ben, c'est une femme, elle peint avec ses cheveux. Et dans un certain nombre de pays, aujourd'hui, ben, les femmes qui montrent leurs cheveux, on les exécute. Donc c'est un geste de liberté très fort par rapport à ce qui se passe en Iran, par exemple. Et donc c'est un geste politique extrêmement fort. Et j'ai pris cet exemple parce que la performance a très souvent une dimension politique et la performance a aussi souvent le désir de jouer avec les extrêmes, c'est-à-dire d'aller assez loin. Ici, on peut pas dire qu'on joue avec les extrêmes, mais la mise en jeu du corps peut parfois aller très loin. Alors voilà, c'était une sorte d'exemple de ce que peut être une performance. On peut dire aussi que c'est une théâtralisation qui a pour but de faire une œuvre avec l'acte,
c'est-à-dire c'est l'acte lui-même qui devient œuvre, et c'est un acte donc performatif, c'est-à-dire qui comporte en lui-même l'idée de signifier quelque chose, acte performatif de spectacularisation. Et ce qui est performatif, c'est un énoncé qui réalise lui-même ce qu'il énonce. Par exemple, si je dis je vous autorise à partir, c'est un énoncé performatif, ça veut dire que si je dis ça, vous sortez. Voilà, hein, c'est ça. Donc la performance, c'est je le fais, donc cela existe en tant que tel. Hein. Dans la chevalerie, je vous fais chevalier. Simple mouvement, tac, ça y est. Dans la religion, je te baptise. Voilà, ça c'est des actes performatifs. Et donc la performance, à ce titre-là, est une forme artistique nouvelle qui rompt avec le confinement de l'artiste dans son atelier, parce que traditionnellement, l'artiste, il travaille dans son atelier, puis après, il montre ce qu'il a fait. Et l'objet de la performance, c'est d'introduire une nouvelle dimension dans l'œuvre, donc le geste, c'est-à-dire montrer ce qui jusque-là n'était pas montré. Hein, quand un artiste faisait un tableau, il faisait son tableau dans son atelier, puis ensuite on regardait le tableau. Et là, la performance, elle veut montrer le geste, elle veut montrer aussi le corps de l'artiste au travail. Donc la performance n'est pas une représentation, mais une action immédiate. Et elle ne nécessite pas forcément la présence du créateur, c'est-à-dire que on peut mettre en scène une performance comme au théâtre sans être présent sur le plateau pour le faire. Une performance peut se répéter à l'identique, et une performance n'est pas un nouveau genre pictural, mais bien donc une théâtralisation d'éléments qui ne sont pas montrés dans les arts plastiques, le geste, le corps, ou qui ne sont pas montrés de cette manière, c'est-à-dire qui ne sont pas montrés en mouvement. Et donc ça, c'est pour ce qui vient de l'art plastique. Et en même temps, donc la performance, c'est aussi montrer des éléments qui ne sont pas présents habituellement sur la scène théâtrale. C'est-à-dire que la scène théâtrale, on y joue du théâtre, on y joue des textes, etc. Mais on n'y fait pas des gestes artistiques avec des peintres, des performeurs, etc. Et donc la performance, même si, la performance montre des choses qui ne sont pas présentes sur la scène théâtrale, même si la performance influence beaucoup le théâtre ces dernières années. Donc je vous ai parlé de Rebecca Chaillon, on pourrait parler d'Angelica Lidl aussi, je ne sais pas si c'est un nom que certains d'entre vous connaissent. Voilà, ça c'est vraiment des artistes qui se définissent avant tout comme performeuses. Alors c'est en quelque sorte un genre hybride, à la croisée du théâtre et des arts plastiques, et relayé aussi souvent aujourd'hui par la vidéo, qui fait souvent partie intégrante de la performance. Et même un film d'artiste tourné sans public peut être considéré comme une performance et diffusé à ce titre-là, accompagné par exemple par une présence physique ou pas. Alors la performance est née chez les plasticiens, mais elle peut aussi inclure d'autres genres. La musique, la danse, la vidéo, etc., voire de simples gestes du quotidien sur lesquels est porté un regard différent. Manger, par exemple. Il y a des performeurs qui, parfois, s'exposent. Alors souvent, la performance se présente dans des galeries, des musées, parfois sur des scènes de théâtre. Et donc, ça peut être des gestes très quotidiens, comme manger, une performance où on mange, voire des gestes transgressifs, et qui sont transgressifs parce que ils sont spectacularisés. Des gestes intimes qui habituellement restent dans la sphère de l'intime peuvent être exploités dans la performance, et comme la performance joue beaucoup avec les limites, eh bien on va avoir beaucoup de performances qui seront en lien avec la sexualité ou les besoins physiologiques, comme uriner ou déféquer. Il y a des performances qui vont jusque-là. Et qui vont aussi parfois dans la transgression, sur la
la transformation, la modification du corps. Il y a des artistes qui travaillent sur leur propre corps, scarification ou même chirurgie esthétique. Il y a une plasticienne qui s'appelle Orlan et dont les performances ont consisté pendant un certain nombre d'années à subir des opérations de chirurgie esthétique où elle transformait son visage. Et ces opérations étaient filmées en direct et diffusées dans une galerie. Alors, la performance, dont l'objectif est de montrer ce qui était tenu caché, elle rejoint par là certaines définitions de l'érotisme ou de la pornographie aussi. C'est-à-dire que la performance va souvent très loin. Oui ? Moi, j'avais entendu parler de la performance à l'issue de la Première Guerre mondiale, comme quoi il y avait besoin de faire table rase dans le phénomène artistique, parce qu'ils n'étaient pas assez forts, ce qu'il y avait besoin de... Je vais y venir en parlant déjà même avant, en fait ça commence avant avec le dadaïsme en fait. Hein, voilà. Mais je campe un peu les grandes définitions, puis je vais y venir. Hein, voilà. La performance en fait a toujours une dimension plus ou moins transgressive. Hein, toujours. Et ces thèmes récurrents interpellent très souvent bien des sujets très sensibles comme la sexualité, la religion, la politique, parfois les trois ensemble. Hein, et par conséquent, la performance a toujours une dimension politique. Alors, ces formes d'expression sont multiples, les styles également sont très divers. Ça peut être l'extrême sophistication technologique des performances avec de la musique électro, par exemple, hein, des rituels régressifs, sacrificiels, paroxystiques. Par exemple, Coste. Alors Coste, c'est un performeur français. Bon, vous voyez l'image. Hein. Là, on est vraiment dans la transgression, dans le scatologique. Et, je vous laisse deviner ce que Coste fait avec son micro. Hein. Voilà. Mais ça peut être aussi extrêmement minimaliste, avec une simple exposition du corps. Je parlais tout à l'heure de Yoko Ono. Yoko Ono, c'est une artiste japonaise, vous connaissez peut-être Yoko Ono ? Bon, elle est souvent connue, je dirais, pour de mauvaises raisons, parce que quand on dit Yoko Ono, en général, on pense John Lennon, voilà, alors que c'est en soi une très grande artiste, une très grande performeuse. Et là, c'est une performance qui s'appelle Cut Pieces en 1964 à New York, où elle s'est installée, elle a juste posé un ciseau à côté d'elle, et c'est le public qui intervient et qui petit à petit a découpé ses vêtements. Voilà. Alors, une précision dès maintenant, déjà sur les fondements de la performance et puis aussi sur la distinction qu'il faut faire entre happening et performance, qui sont des notions voisines mais qui sont pas tout à fait identiques. Alors, ces noms sont généralement, donc les noms que j'ai évoqués, Coste, Yoko Ono, Abramovich, généralement associés à l'art de la performance, mais stricto sensu, il faudrait parler ici de happening. Alors, aujourd'hui, on a tendance de plus en plus à parler de performance, à employer le mot de manière générale, et y compris pour ce qui relève du happening. Alors, je vais vous dire après hein, la différence entre les deux, mais pourquoi on privilégie performance ? Moi, peut-être parce que le terme est plus vendeur, parce qu'on est aussi dans un vocabulaire un peu contaminé par le lexique néolibéral. Donc il faut performer, il faut faire des performances, etc. Donc le mot est assez porté par le contexte actuel. Et puis on emploie de plus en plus ce mot. Il s'agit de performer dans ses études, dans son boulot, partout. On parle beaucoup de ça, de performer, de performance économique, politique, théâtrale, voilà. Bon. Mais il y a quand même des différences. C'est-à-dire que normalement, la performance, c'est quelque chose qui est scénarisé, où peu de place est laissée au hasard et qui nécessite une préparation importante en amont, voire des répétitions. Les personnes présentes dans la performance sont spectatrices et purement spectatrices, et ça se passe généralement sur une scène ou dans un musée. La différence avec le happening, c'est que le happening, lui, c'est quelque chose de spontané. Hein, to happen, arriver, se passer en anglais.
très peu de préparation en amont, se produit généralement en dehors d'une scène, et parfois même de manière impromptue, sur la place publique, dans un garage, etc. Et dans un happening, tout peut advenir, y compris la mise en danger de la vie de l'artiste. On verra que Marina Abramovic a parfois mis sa vie en danger, notamment dans une performance qui s'appelle Rhythm Zero. On en parlera plus tard. Mais dans Rhythm Zero, pendant 6 heures, alors elle est allée plus loin que Yoko Ono. Elle a laissé une table avec des tas de choses dessus, y compris des armes. Et pendant 6 heures, les spectateurs pouvaient faire d'elle ce qu'ils voulaient. Et c'est allé assez loin, j'y reviendrai. Hein. Voilà, ou en dessous, c'est un autre performeur américain qui, lui, s'est fait carrément tirer dessus au cours d'une performance. Alors, j'essaye de... Voilà, c'est une performance qui s'appelle Shoot. Mais voilà. Chris Burden, voilà. Bon, je vous passe la suite, parce que de toute façon, en plus, le son c'est mauvais. Et donc là, d'accord. Alors, les deux formes, donc, le happening et la performance, peuvent être proches dans ce qui est montré, mais la non-intervention du public, voire son absence si c'est un événement filmé, font la différence. Hein. Dans le happening, le public est appelé à intervenir. Historiquement, donc, le happening est un peu antérieur à la performance. Hein. Le terme de happening apparaît pour la première fois en 1959, avec un artiste qui s'appelle Alan Caprow, K-A-P-R-O-W, qui a proposé donc un événement qui s'appelait 18 Happenings in 6 Parts, c'est-à-dire il y avait 3 parties, il y avait 6 parties de 3 performances, enfin de 3 happenings, où le public était amené à se déplacer, etc., à manipuler des instruments. Et c'est la première fois que l'on a parlé de happening. Mais encore une fois, aujourd'hui, on parle de plus en plus de performance, mais néanmoins, c'est souvent intéressant de bien faire la distinction entre les deux. Alors, si on tente de remonter plus loin dans le temps, parce que le mot happening donc apparaît dans les années 60, et puis à sa suite le terme de performance, eh bien, si on monte un peu plus loin, les premiers performeurs à affirmer haut et fort une volonté de rupture totale, c'est les dadaïstes. Le mouvement Dada est un mouvement artistique de rupture, et beaucoup de performeurs vont se réclamer du mouvement Dada et d'une des figures tutélaires de Dada. Voilà, ça c'est une autre image d'exposition Dada. Et l'autre artiste dont vont se réclamer les dadaïstes et dont vont se réclamer les performeurs, c'est Marcel Duchamp. Je ne sais pas si c'est un nom qui vous est connu aussi. Hein, voilà, ça c'est vraiment une référence importante de l'art contemporain.
Alors, un petit rappel historique sur les fondements esthétiques et idéologiques de Dada. Sur le plan artistique, bon, automatisme, c'est-à-dire des choses qui se font très vite, simultanéité aussi, c'est-à-dire que plusieurs textes peuvent être dits en même temps, recours au hasard, refus des conventions, désordre, bon, tout ça caractérise Dada, et Dada est né en 1916 à Zurich. Alors, rapidement, le contexte, mais effectivement, tu évoquais la guerre après la Seconde Guerre mondiale, mais déjà à ce moment-là, les Dadas sont des gens, il y a très peu de Suisses parmi eux, la plupart ce sont des apatrides ou des déserteurs qui ont fui un pays d'Europe en guerre et qui ont trouvé refuge en Suisse et qui contestent les valeurs du 19e siècle, parce que le 19e siècle, c'est le siècle du progrès. On croit que la science va permettre, en gros, de sauver l'humanité. Donc, il y a une foi dans la science et dans le progrès très forte au XIXe siècle, avec la révolution industrielle en particulier. Mais simplement, que constate-t-on? Eh bien, que ce XIXe siècle aboutit à la plus grande catastrophe, à la plus grande tuerie mondiale jamais réalisée, c'est-à-dire la Première Guerre mondiale. Et pour un certain nombre d'artistes, et pas que des artistes, eh bien, cette Première Guerre mondiale, c'est l'aboutissement des valeurs bourgeoises du XIXe siècle, c'est-à-dire la course au progrès, à l'argent, etc. Et donc, l'art jusqu'au XIXe siècle est considéré par eux, enfin jusqu'au début du XXe, comme un art bourgeois qui est porteur de ces valeurs qui ont mené à la faillite. Et par conséquent, eux veulent faire table rase de l'art et créer quelque chose de nouveau. Et c'est comme ça que Dada naît à Zurich, dans un endroit qui s'appelle le cabaret Voltaire, avec tous ces artistes en rupture qui se livrent à ce qu'on n'appelle pas encore des performances, mais que rétrospectivement on peut tout à fait nommer comme ça, des rituels poétiques où les textes sont proférés de manière simultanée, des musiques bruitistes, c'est-à-dire vraiment on fait de la musique avec du bruit, de la poésie sonore, c'est-à-dire que on utilise des mots uniquement pour leur puissance sonore, voire même parfois même pas des mots, des syllabes que l'on profère, que l'on répète, etc. Alors il y a très peu d'images et de documents, mais il y a un dadaïste qui s'est rendu célèbre pour ça, pour sa poésie sonore, c'est Hugo Ball. Et on le voit ici, en train de déclamer un de ses poèmes, qui s'appelle « Caravane », dans le cabaret Voltaire. Donc vous voyez, on est vraiment déjà dans la performance, puisqu'il a un accoutrement un peu curieux. Il est sur scène et il va se livrer à un acte où il va déclamer donc une poésie que je vous fais écouter. Si le son le permet, parce que j'ai un peu des doutes. Voilà. Et là, vous avez à côté donc le texte de ce poème, de cette poésie sonore. Mais c'est bizarre, il s'affiche pas là. Voilà, comme ça.
Bien. Alors, les différentes manifestations Dada vont souvent défrayer la chronique avec un très gros goût du canular, c'est-à-dire que les Dada ont un esprit très provocateur. Ils vont annoncer qu'ils se font couper les cheveux sur scène en public, que Charlie Chaplin sera présent à une manifestation. Ils vont exhiber des tableaux sur lesquels il n'y a rien du tout et les présenter sur scène. Voilà, ils vont se livrer à toutes sortes de choses qui annoncent le happening et la performance. Alors très souvent, ça va être un scandale retentissant, la presse s'en mêle, etc. On voit déjà tout le côté provocation des dadaïstes qui inventent en quelque sorte le happening. C'est de la musique, c'est des arts plastiques, des poèmes, du théâtre, etc. Et la musique va être très présente dans la performance, puisque l'un des grands théoriciens aussi, enfin théoricien par l'exemple, on peut dire, de la performance, ça va être le musicien américain John Cage. Est-ce que quelqu'un connaît aussi John Cage? Ouais. Voilà. Donc, et déjà avant John Cage, il y a un dadaïste français qui s'appelle Ribemont Dessaigne, Georges Ribemont Dessaigne, qui lui, lors des performances Dada, compose des morceaux de piano dont les notes sont tirées à la loterie. Et une pianiste récupère les notes et elle improvise avec ça à partir, elle fait une mélodie avec les notes telles qu'elles arrivent. Voilà ce que ça donne. Un autre. Alors, bien sûr, quand on écoute ça aujourd'hui, ce n'a plus forcément la force de provocation que ça avait à l'époque, hein, parce que la musique contemporaine s'est emparée de tout ça, et puis les sons dissonants, on s'y est aussi un petit peu habitué. Mais bon, à l'époque, ça passait beaucoup moins bien qu'aujourd'hui. Alors, différents happenings de la part des Dada, fausse visite d'un lieu à Paris qui s'appelle l'église Saint-Julien-le-Pauvre, avec des déclarations provocantes, des lectures de textes en complet décalage avec le lieu. Voilà aussi la façon dont les dadaïstes, annoncent les performances avec des formules un peu tonitruantes, distribution de bas de soie, lavez vos seins comme vos gants, la propreté et le luxe du pauvre, soyez sales, etc. Donc tout ça fait partie de cette ambiance de provocation. Et parfois la provocation se fait aussi plus politique. Ici, c'est un procès qui s'est appelé le procès Barrès et qui était alors Maurice Barrès était un écrivain lorrain d'ailleurs, hein, mais avec un grand retentissement national, qui a tourné complètement nationaliste, anti-Dreyfusard, etc. Et les dadaïstes lui ont fait un procès pour crime contre la sûreté de l'esprit. Voilà. Et donc ça a été aussi quelque chose de très provoquant parce que Barrès était un auteur très très prisé, très installé, quoi. Alors bon, voilà, les dadaïstes donc en tant que précurseurs, et puis il faut absolument parler aussi ensuite de Marcel Duchamp,
Donc voici Marcel Duchamp à différents moments de sa vie où incarnant le personnage de Rose, c'est la vie, qu'il a créé et qui est aussi quelque chose qui relève du happening ou de la performance. Alors Duchamp, lui, n'a jamais fait directement, personnellement de performance, mais son approche révolutionnaire de l'art au XXe siècle et l'influence qu'il exerce ensuite sur l'art contemporain ont beaucoup nourri les réactions, les réflexions sur la performance, en particulier ce qu'on a appelé les ready-mades, les objets tout faits. Bon, voici quelques-uns qui sont célèbres, hein. La célèbre Joconde avec les lettres LHOOQ comme légende, le pissotière, le porte-bouteille, etc. Donc là, il y a une conception de l'art en fait qui va nourrir le happening. Et en matière de happening, c'est plus la pensée que les œuvres de Duchamp en fait qui importent, mais ces œuvres agissent un peu comme détonateurs. Parce que pour Duchamp, l'œuvre n'est plus une création, mais le résultat du choix d'un artiste, d'où l'appel à des objets déjà réalisés. Alors, ceci dit, pour l'exposition surréaliste de New York en 1942, il a quand même fait quelque chose qui ressemble quand même très fortement à un happening, puisqu'il a tendu un réseau de ficelles dans la salle d'exposition, ce qui obligeait les spectateurs à s'adapter pour circuler. Et le fait donc de créer une action sur le public qui doit appréhender différemment l'espace, eh bien, qu'on le veuille ou non, ça s'appelle du happening. Et puis il s'est rendu célèbre aussi Duchamp avec un happening qu'il a réalisé à Toronto en 1968 qui s'appelle Réunion, où alors Duchamp était un grand joueur d'échecs. Face à lui, c'est le musicien John Cage, qui était aussi joueur d'échecs et musicien. Et donc, ils avaient branché un système qui permettait d'enregistrer tous les sons du jeu d'échecs et les retransmettre donc dans la salle. Et c'est un des rares happenings auxquels se soit donné Marcel Duchamp, mais avec une autre personnalité donc qui a une grande influence sur le happening, c'est John Cage dont je vais parler tout à l'heure. Autre happening de Duchamp, c'est une série de photos qu'il a faites avec une modèle qui s'appelle Eve Babitz, où il l'a invitée à jouer aux échecs en posant devant une de ses œuvres qui s'appelle Le Grand Verre, lui habillé, elle nue et jouant tous les deux aux échecs. Et voilà une des autres et rares performances de Duchamp. Voilà. Pour Duchamp, l'indétermination, le hasard sont des théories qui vont fortement influencer le compositeur justement John Cage, qui enseigne dans une école d'art qui s'appelle la New School for Social Research dans les années 50-60 et qui va durablement marquer des artistes et des intellectuels comme Alan Capro, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui vont former par la suite un mouvement artistique qui va lui beaucoup contribuer à répandre la notion de happening et de performance. C'est le groupe Fluxus. Et Duchamp est vraiment reconnu comme le père de l'avant-garde. Alors, je continue à survoler un petit peu rapidement les grands ancêtres de la performance. Voilà, ça c'est d'autres images de la performance avec Eve Babitz et Marcel Duchamp. Voilà. Et donc apparemment, le reste est sur un autre fichier, un autre dossier. Voilà. Voilà, donc l'un des autres, des figures qui a considérablement influé la performance à travers son enseignement, c'est John Cage, qui se nourrit à la fois de la pensée de Marcel Duchamp, mais aussi du bouddhisme zen, du théoricien et poète et peintre Antonin Artaud et du musicien Éric Satie.
John Cage est quelqu'un qui a fait des études d'abord de peinture et puis ensuite d'architecture. Et ce qu'il retient de Duchamp, c'est l'idée de faire de l'art avec du non artistique. Hein. L'idée du ready-made, c'est ça, c'est faire de l'art avec du non artistique. Et lui, ce qu'il va faire, c'est faire de la musique avec du non musical, c'est-à-dire des bruits, des gestes, des silences. Et par exemple, pour le bruit, il invente ce qu'on va appeler le piano préparé en 1940. C'est un piano dont le son est altéré par la présence de différents objets qui sont placés dans les cordes, et ce qui transforme complètement, bien sûr, l'interprétation. Alors, 1942, c'est l'époque de la rencontre entre Cage et Duchamp. Et l'autre grande influence de Cage, c'est la philosophie orientale. Alors, je vous passe le détail, mais disons que Cage va transformer la méditation zen, enfin plutôt la transposer, la méditation zen, à la création musicale, en se créant ses propres contraintes physiques, par exemple, hein, et en laissant le hasard intervenir dans ses compositions. La pièce la plus fameuse de Cage, vous la connaissez peut-être, elle s'appelle 4 minutes 33 de silence, hein, et c'est aussi une performance qui va être extrêmement marquante, qui est écrite à l'origine pour piano, mais qui peut être jouée par un orchestre, et j'en ai un extrait là. Mais la connexion Internet est très... Ah, ça remonte. Oh, je crois qu'il va falloir renoncer. Vous connaissez cette performance, vous avez entendu parler déjà, qui s'appelle 4 minutes 33, hein. Voilà, bon, bah, j'en dis pas plus alors, mais Cage, en fait, voulait écouter le silence et il s'était fait enfermer dans un caisson pour ça, avec une équipe de recherche en acoustique à l'université. Et il s'est rendu compte que dans le caisson, il entendait quand même du bruit. Et en fait, l'acousticien lui expliquait qu'il entendait le bruit du battement de son cœur, de son système nerveux, etc. Et donc, il en a déduit que le bruit pur, en quelque sorte, n'existait pas. Et il a conçu ce morceau, cette composition, avec des guillemets, mais elle est vraiment écrite, hein, en plusieurs étapes, etc. C'est pas noté comme une partition, mais avec d'autres signes. Et ce qu'a voulu montrer Duchamp, bah, c'est qu'en fait le silence n'existe pas. C'est-à-dire que quand on écoute 4 minutes 33 de silence, il veut faire écouter ce qui est présent dans un concert, mais qu'on n'entend pas parce que l'orchestre passe par-dessus. Et qu'est-ce qui est présent et qu'on n'entend pas? Bah, le bruit des spectateurs, par exemple. Et donc, dans la vidéo que je voulais vous montrer, là, c'était l'Orchestre Philharmonique de Berlin, je crois, qui interprétait ce morceau. Alors, bien sûr, il se passe rien. Le chef donne le tempo, etc., le départ, la fin. Le public est là, mais pendant 4 minutes 33, silence absolu. On entend tousser de temps en temps, on entend un craquement, on entend... voilà. Mais réflexion, donc, sur l'inexistence du silence, hein. Bien. Alors, voilà, je passe un petit peu rapidement parce que le temps tourne sur quelques noms pour en arriver donc après à faire un peu une focalisation, je vous ai dit, sur Marina Abramović. Donc, ce qu'il faut retenir comme nom, bon bah voilà les grands ancêtres Duchamp, Dada et John Cage. Parmi les artistes représentatifs, Alan Capo, j'en ai parlé tout à l'heure, celui à qui par qui arrive pour la première fois le terme de happening, avec 18 happenings in 6 parts. J'en ai parlé déjà, alors on peut avoir quelques images de 18 happenings, mais voilà, je m'attarde pas trop dessus. Vous voyez, le public est réparti dans différentes salles,
et évolue en fait, et Capro et ses amis jouent de la musique et invitent le public, même surtout s'il n'est pas musicien, à se saisir des instruments. Et l'un des happenings aussi assez connus de Capro, c'est Yard, où il installe des pneus dans la cour d'une galerie. Et le public donc est appelé à prendre possession de cet espace. Et voilà, par exemple, bon, ce que ça peut donner. Et là, évidemment, pour le happening, Capro n'est pas nécessairement présent, puisque le lieu est appelé à être investi par le public, et le public fait un peu ce qu'il veut. Yoko Ono, donc dont j'ai parlé tout à l'heure avec Cut Pieces. Alors, contrairement à ce que va faire Marina Abramović par la suite, Yoko Ono, au bout d'un certain temps, quand elle sent que son intimité est menacée, elle se protège la poitrine avant que son corps soit dévoilé, et elle arrête la performance. Marina Abramović fonctionnera de manière totalement différente. Chez Yoko Ono, dans les happening performances, je ne sais plus comment s'appelait cette performance, mais pour la paix avec John Lennon, où ils sont restés pendant une semaine dans un hôtel à Amsterdam, et ils sont restés au lit pendant une semaine, et les journalistes étaient amenés à passer, etc. Mais Begging for Peace, ça s'appelait. Et voilà une image aussi importante. Bon, vous voyez une connotation politique. Et le féminisme s'est beaucoup emparé de la performance aussi. Ici, avec une artiste japonaise qui s'appelle Shigeko Kubota, Vagina Painting, peinture de vagin. Hein. Et donc, elle peint avec une brosse qu'elle a introduite dans son vagin. Et elle peint à la peinture rouge. Et elle affirme fortement et hautement sa féminité, la présence des règles, etc. Et elle en fait une œuvre d'art. Donc, geste extrêmement politique, mais bon, considéré aussi comme assez scandaleux, bien sûr, à l'époque. Et puis, on a aussi un grand artiste qui s'appelle Nam June Paik, qui est le premier artiste peut-être à utiliser véritablement la vidéo dans ses performances, où il sème la confusion entre l'image vidéo, l'instrument et le corps de l'instrumentiste. Ici, c'est pas lui qui joue, c'est Charlotte Moorman avec qui il a souvent travaillé. Et donc, il a conduit comme ça un certain nombre de performances où il interroge à la fois le rapport donc de l'instrument au corps de l'artiste, mais aussi le rapport de voyeurisme du spectateur. En particulier, il estime que dans la peinture, les modèles ou les motifs intègrent la nudité. Donc lui, il estime que dans la musique, on doit aussi intégrer la nudité. Voilà. Et Charlotte Moorman, bon, qui est une très très grande musicienne et qui a rejoint donc le travail de Nam June Paik, finira finalement par être un peu caricaturalement connue sous le nom de la violoncelliste au sein nu, parce que justement elle a beaucoup interrogé ce rapport du corps de l'artiste à l'instrument et au regard du public. Voilà, on la voit dans différentes performances là, ici avec un violoncelle plongé dans la glace, ou jouant du violoncelle en suspension dans les airs, ou plongée dans du chocolat. Et elle était très malade et elle a même fait construire un violoncelle avec des seringues de morphine. Voilà. Alors, je vais passer maintenant voilà, à Marina Abramović, parce que, comme je vous l'ai dit, c'est sans doute l'une des figures les plus emblématiques, les plus représentatives de la performance au cours du XXe siècle. Est-ce que vous voulez qu'on fasse, je passe 5 minutes de pause, et puis on prend la deuxième partie sur Marina Abramović, ou on enchaîne? On enchaîne? Eh ben allez, on enchaîne. Hop.
Alors, Marina Abramović, pour commencer, quelques éléments biographiques qui sont souvent, disons, qui aident à comprendre un peu son œuvre. Elle est née à Belgrade, donc l'ancienne Yougoslavie, en 1946. Son père faisait partie de la garde d'élite du maréchal Tito, donc le dictateur communiste. Et elle dit elle-même, puisque le pays n'existe plus maintenant, hein, qu'elle vient d'un pays qui n'existe plus justement, et cette interrogation sur l'identité est quelque chose d'assez important. Sa mère dirigeait un institut chargé des monuments historiques et de l'acquisition d'œuvres d'art, enfin d'art soviétique, hein. Et donc, elle a reçu une éducation par sa mère assez intellectuelle, initiation à la littérature, en particulier à la littérature française, mais dans un foyer où il y avait des violences conjugales, un père absent, et qu'il l'élevait de manière très brutale pour lui apprendre à nager. Il l'avait jeté dans la Baltique, par exemple. Bon, elle a été elle-même victime de violences par sa mère, par sa grand-mère, etc. Et la peinture a été souvent pour elle une sorte de refuge, parce que malgré cette éducation très brutale, elle avait chez elle son propre atelier pour peindre, où elle trouvait refuge. Mais la violence aussi a très tôt fait partie de sa vie, adolescente très mal dans sa peau, qui s'entaille les veines à l'âge de 16 ans, qui perd sa virginité avec un garçon qu'elle n'aime pas pour ne pas souffrir d'être abandonnée, et qui se marie à 25 ans pour échapper au carcan familial. Alors si je vous dis tout ça, c'est pas pour faire des commentaires comme ça sur la vie de Marina Abramović, mais c'est parce que c'est des choses qui vont nourrir ses performances. C'est quelqu'un, bon, elle est née en 46, donc mai 68, cette grande période d'insurrection artistique, intellectuelle, etc. Elle a 22 ans, donc elle est très marquée par cette époque de la fin des années 60. Et c'est l'époque où elle décide de s'affranchir un peu de tous les carcans idéologiques, le communisme, le patriarcat, etc. Et avec ses amis du Centre culturel des étudiants de Belgrade, elle va chercher justement à développer un art qui dépasse les limites de la peinture, en se tournant vers les grands artistes conceptuels, notamment ceux dont j'ai parlé tout à l'heure, Nam June Paik, John Cage, Marcel Duchamp, etc. Alors d'abord, elle va réaliser des installations sonores, par exemple avec des chants d'oiseaux auxquels succèdent des chants de mitraillettes pour, dit-elle, balayer l'esprit des visiteurs. Et très vite, elle décide d'utiliser son propre corps. Elle va être une des principales représentantes de l'art corporel. Au Festival d'Édimbourg en 1972, elle fait une performance justement avec des couteaux. Alors, vous connaissez peut-être ce jeu stupide qui consiste à passer très vite entre les doigts avec un couteau. Voilà. Et donc, elle fait cette performance en public. Elle finit avec la main ensanglantée. L'assistance est absolument stupéfaite. Et ça va marquer vraiment, ça va être une performance très marquante qui va beaucoup marquer le public et qui va lui permettre par la suite donc de travailler et d'asseoir sa notoriété. Alors, elle va créer toute une série de performances qu'elle appelle Rhythm, qui vont la faire connaître entre 74 et 80, et même parfois risquer sa vie. C'est quelqu'un qui se déclare tout à fait grisé par l'émotion extrême qui la lie au public au moment de la performance, et qui cherche à ne faire qu'un, c'est-à-dire à faire corps avec le public dans le dépassement et la douleur de soi. C'est-à-dire qu'elle va vraiment payer de sa personne, et à plusieurs reprises, le public va devoir venir à son secours pour qu'elle ne meure pas, quoi, parce qu'elle est vraiment en danger. Elle déclare ceci: l'essence même de la performance tient dans ce que le public et le performeur créent l'œuvre ensemble. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est très hérité de Duchamp. C'est le regardeur qui fait le tableau, c'est-à-dire c'est le spectateur qui crée le spectacle, mais elle va carrément inviter les spectateurs à intervenir comme dans les happenings.
Et elle va imposer au public une sorte de sentiment d'attraction-répulsion qui joue sur le voyeurisme aussi, parce qu'on vient voir Marina Abramović au bout d'un certain temps, une fascination pour les attitudes radicales et une interrogation incessante sur le sens de ses actes. Quelques dates importantes. En 1975, alors j'y reviendrai après parce qu'ils ont fait beaucoup de performances ensemble, c'est la rencontre avec un performeur qui s'appelle Ulay, U-L-A-Y, c'est un plasticien allemand avec qui elle va beaucoup travailler, et elle sera en couple, donc ils seront ensemble à la vie comme à la scène, si je puis dire. Et ils vont faire ensemble un certain nombre de performances qui interrogent les limites, je vous en montrerai quelques-unes, c'est-à-dire qui interrogent le couple, l'amour, les questions de genre, la conscience de son propre corps, la gestion mentale de la douleur, la mise en scène de soi et de l'autre, les liens avec l'environnement, la critique sociale, la politique, et ils vont comme ça mener un certain nombre de performances et jusqu'à mettre en scène leur propre séparation, puisqu'ils avaient prévu ça également à l'avance. Et c'est quelqu'un, Marina Abramović, qui va recevoir beaucoup de décorations, par exemple là, le fameux Lion d'or de la Biennale de Venise en 97. C'est aussi une enseignante internationale à partir des années 90 qui va être invitée à peu près dans toutes les académies d'art du monde entier, aux États-Unis, en Europe, en Allemagne, en France, etc. Elle est célébrée aujourd'hui dans les plus grands musées du monde, par exemple le musée Guggenheim à New York, où elle a repris il y a quelques années des performances historiques parce que elle commence à être un petit peu âgée, elle a 80 ans maintenant, donc elle reprend, elle fait jouer certaines performances, mais elle ne s'expose plus directement personnellement. Quand l'une de ses performances qui s'appelle The Artist is Present a été donnée en 2010 dans le cadre d'une rétrospective qu'elle donnait au musée d'art moderne de New York, en 3 mois, je crois, il y a eu 750 000 visiteurs. 750 000 visiteurs pour une performance. Je vous montrerai cette performance, vous verrez, elle est assez surprenante. Alors, elle a créé aussi un opéra en 2010 avec Bob Wilson. Bob Wilson, c'est un très très grand metteur en scène qui est grand magicien du son et de la lumière, qui est mort il y a moins d'1 an, qui a été découvert au Festival mondial du théâtre à Nancy dans les années 70 et après qui a fait une très très grande carrière mondiale. C'est quelqu'un dont on reconnaît immédiatement l'esthétique en raison de l'utilisation particulière de l'espace, du costume, de la lumière qu'il y a chez lui. Et elle a créé avec lui un opéra qui s'appelle Life and Death of Marina Abramović, c'est-à-dire la vie et la mort de Marina Abramović, parce que elle a prévu comme ultime performance que son enterrement soit cette ultime performance. Et elle a voulu que ce soit le metteur en scène Bob Wilson qui mette en scène ses funérailles, mais Bob Wilson a pris les devants et il a bien fait parce que de toute façon il n'aurait pas pu vu qu'il est mort avant elle. Et il a réalisé un opéra qui s'appelle donc Life and Death of Marina Abramović. Alors il y a un documentaire là-dessus qui est très très bien fait, qui existe, qui est disponible sur Netflix actuellement avec Bob Wilson et Marina Abramović. Et ça permet aussi d'aborder tout le traitement de la lumière et de la couleur chez Bob Wilson qui est vraiment extrêmement intéressant. Voilà. Bon. Je vous passe sur les détails de ses obsèques, c'est un petit peu compliqué, mais on va plutôt s'attarder aux performances qu'elle a réalisées. Alors, l'une des premières, c'était Rhythm 10, c'est celle que je vous avais montrée juste avant, avec le couteau qu'elle plante entre ses doigts de la manière la plus rapide possible. Donc, divertissement un peu morbide et régressif, bien sûr. Oui, je te donne la parole. Mais surtout, pour elle, la représentation d'une humanité qui est à la fois bourreau et victime d'elle-même.
c'est-à-dire il y a une tension très forte dans ce qu'elle propose, où très souvent elle est à la fois bourreau et victime, et c'est un peu ce qu'elle a voulu démontrer à travers cette performance où le rythme est très marqué par la lame qui frappe la table. Ouais. Donc c'est juste pour savoir que c'est Bob Wilson, le nom de... Ouais. Robert Wilson, mais généralement Bob Wilson, ouais. Ok, oui. Voilà. Comment? Le père de Lambert. Oui, non, pas tout à fait, mais... Alors, 1974, ensuite, une pièce qui s'appelle Rhythm Zero. Alors ça, c'est une de ses grandes performances. Alors, je vais vous présenter le... Hop. C'est celle justement où elle se livre au public pendant 6 heures. Bon, il y a un commentaire en anglais, j'espère que le son ne sera pas trop mauvais. Bon, il faudra déjà qu'on ait l'image. Corps d'opération. La règle du sommeil survient lorsque les voies Voici attention. Une période de structurée. Dark Side of Humanity. In 1979, the then and unknown performance. Ah, bon, alors, attendez. In this performance, which called Bill Hero, what she did was actually crazy. Sandy was still where she was. What she did, replaced many different items and materials on the table. Was left to the choice of those who came to watch the show, and they were all Bon, écoutez, je vous coupe le son et puis je vous explique un peu ce qui se passe dans cette performance. Donc, il y a 72 objets qui sont sur une table et qu'on peut utiliser sur elle un peu comme on veut. Et donc, il y a des objets qui sont très agréables, très doux, des plumes, du gâteau, de l'alcool, des cigarettes, mais il y a aussi un revolver avec une balle, il y a des chaînes, il y a une hache, plusieurs objets tranchants, des marqueurs, etc. Et pardon, je recherche, oui, voilà. Je crois que j'en avais noté quelque part le résumé pour ne pas trahir tout ce qui se passe. Mais si je l'ai pas noté, je vais vous le raconter. Donc, ce qui s'est passé, c'est que dans un premier temps, ça s'est passé plutôt très gentiment, très doucement. Le public était plutôt très gentil avec elle, lui faisait des câlins, etc. Et puis, ça a commencé à déraper, c'est-à-dire que les gens l'ont complètement déshabillée, l'ont scarifiée, ont écrit des choses sur son corps, et ça a été jusqu'à la tentative de viol. Il y a une partie du public qui a commencé à réagir et qui a essayé dans un premier temps de mettre fin à ça, mais elle a continué à jouer le jeu, donc la chose s'est poursuivie. Voilà, il y a quelqu'un qui a chargé le revolver et qui lui a mis le revolver entre les mains avec le doigt sur la gâchette. Et on lui a entaillé le cou, certains lui ont sucé le sang, l'ont léché, etc. Et une fois qu'elle était nue, donc l'on scarifié en différents endroits du corps, et jusqu'à ce qu'elle soit limite perte de connaissance. Et là, il y a quelques personnes qui ont réagi un peu plus vivement et qui sont allées lui porter secours. Et on était pratiquement à la fin des 6 heures. Voilà. Et quand la chose a été terminée, au bout de 6 heures, la plupart des gens sont partis en détournant les yeux, en gros, et
n'ont pas assumé en quelque sorte leurs actes. Ça se passait dans une galerie à New York, avec un public sensible à l'art contemporain, trié sur le volet, etc. Et qu'est-ce qu'on a vu là? On a vu en fait une expérience sociale, c'est-à-dire que quand on lâche la bride, eh bien les gens sont capables de commettre le pire. Et donc c'est aussi une réflexion là-dessus que propose Marina Abramović. C'est-à-dire qu'il y a une réflexion sur les limites de l'artiste, mais aussi sur jusqu'où peut aller l'être humain quand on crée autour de lui une autorité qui fait que, eh bien, il se sent autorisé à commettre le pire. C'est toute proportion gardée. Je ne sais pas si vous connaissez une expérience qu'on appelle l'expérience de Milgram. Si ça vous dit quelque chose? Ouais, non. Bon, l'expérience de Milgram, rapidement, c'est une expérience qui a été faite où on a dit à des gens, c'était pour tester un petit peu jusqu'où ça pouvait aller, on leur demandait d'infliger une punition à des gens qui recevaient des impacts électriques. Voilà. Quand ils donnaient des mauvaises réponses ou parce qu'ils avaient commis telle chose, etc. Et donc les gens au début, n'osaient pas trop, parce que quand ils donnaient un impact, on voyait effectivement que les gens en face recevaient une décharge d'électricité. Alors ce que les gens qui envoyaient l'impact ne savaient pas, c'est que c'était des comédiens et qui ne recevaient pas la décharge électrique. Mais pour les gens qui l'envoyaient, c'est comme si pour eux c'était réel, quoi. Et la grande majorité des gens envoyaient des décharges létales. Bon, parce qu'ils étaient dans un endroit encadré par des scientifiques, etc. Et si on leur disait si, allez-y, alors qu'ils savaient que c'était létal, ils le faisaient quand même. Donc voilà, on est un peu dans l'expérience de psychologie sociale. Et il y a ça aussi chez Marina Abramović, mais il n'y a pas que ça, parce que sa performance, c'est aussi une façon d'interroger l'œuvre d'art, c'est-à-dire que c'est le corps de l'artiste qui devient l'œuvre d'art, et le spectateur crée cette œuvre d'art. Vous voyez, on reprend les idées de Duchamp, de Cage, du spectateur qui participe à la réalisation de l'œuvre, et son œuvre, c'est son corps. Voilà. Et le spectateur n'est plus simplement spectateur, le spectateur devient artiste, devient partie prenante de l'œuvre. Donc c'est un travail qui est assez dense, assez riche, assez complexe. Autre performance, c'est Rhythm 5, celui-là, au Centre culturel de Belgrade, où elle frôle l'asphyxie. Et elle est secourue in extremis par des spectateurs qui se rendent compte que elle n'est pas bien. Et ici, en fait, l'étoile que l'on voit symbolise pour elle l'étoile soviétique. Et donc c'est une protestation contre le régime communiste. En 1975, à Amsterdam, elle crée une performance qui s'appelle Role Exchange, parce que elle est artiste professionnelle depuis 10 ans. Et le 2 juillet 75, le jour de l'inauguration de son exposition, et de ses performances, elle change sa place avec Suzy. Suzy, c'est une prostituée à Amsterdam qui est prostituée depuis 10 ans. Et donc, il y a une interrogation et une interface entre l'image de la prostituée et l'image de l'artiste qui travaille avec son corps. Et donc, Marina Abramović prend la place de la prostituée dans la vitrine, et la prostituée prend la place de Marina Abramović, et elles inversent les rôles comme ça pendant 4 heures. Voilà. Et donc Abramović est assise dans la vitrine à sa place, et pendant que Suzy donc la remplace à l'inauguration de l'exposition. Alors en 1975, je crois que j'ai la vidéo ici, une performance qui s'appelle Art Must Be Beautiful, Artist Must Be Beautiful. Je vous laisse regarder et puis vous me direz après ce que vous en pensez.
Bon, normalement, il y a du son. Ouais. Ah, pardon. Elle répète donc art must be beautiful, artist must be beautiful. Bon, j'accélère un peu. Pardon. Vous voyez, au fur et à mesure que la performance avance, ce qui au départ est un geste plutôt doux, considéré peut-être de manière un peu stéréotypée, mais comme un geste féminin, de grâce, etc., devient un geste de torture. Et comment vous comprenez cette performance ? Oui ? Peut-être le regard de la société qui est porté sur les artistes et les femmes en général. Oui, c'est l'injonction de la beauté chez les femmes qui est dénoncée, et puis aussi la notion du beau en art, et donc pour elle, pas plus que l'artiste, l'art ne doit être beau. Voilà. Alors une autre performance qui s'appelle Thomas Lips, The Star, qui est une performance de 1975, où elle a dessiné sur son ventre, à la lame de rasoir, une étoile soviétique. Donc il y a voilà, toujours cette prise de position politique. Et elle s'allonge ensuite sur un bloc de glace, pendant qu'un ventilateur diffuse de l'air chaud sur sa blessure pour que le sang ne coagule pas. Donc voilà, c'est une performance qui va durer comme ça, qui est pas très très longue, hein, qui dure un peu plus d'1 heure, mais qui présente le corps comme dernière frontière de la dépossession individuelle. C'est-à-dire dans un régime autoritaire où les gens ne s'appartiennent plus en quelque sorte, ben, le corps lui-même appartient à l'État, si on peut dire. Le corps des femmes appartient à l'État parce que les femmes doivent faire des enfants pour donner des soldats qui vont défendre la patrie, etc. Hein. Alors, le corps, donc, comme dernière frontière de dépossession individuelle, mais en même temps, espace d'une inscription qui renvoie aussi aux origines de l'écriture, c'est-à-dire la gravure sur les parois des grottes préhistoriques. Donc, on a quelque chose de cet ordre-là aussi. Et aussi une interrogation sur le langage, puisque pendant toute cette performance, elle ne parle pas, mais elle s'exprime avec son corps, et donc interroge aussi la responsabilité de notre regard sur la violence, et en particulier celle qu'elle s'inflige. 1976, c'est une de ses premières performances avec Oulai, dont je parlais tout à l'heure, qui sera à la fois son partenaire et son compagnon pendant une dizaine d'années. Et ça s'appelle Relation in... pardon, je crois que c'était la précédente. Ça, c'en est une autre. Ouais, ça doit être ici. Voilà, Relation in Space. Je vous laisse la regarder et puis après...
La relation dans l'espace, relation in space. Pardon, j'arrive pas à m'y faire à ce truc, c'est un peu pénible. Faut dupliquer à chaque fois. Ah. When Marina and Hawaii came together and started the group of works known as the Relation Movement, there had been nothing like it in performance before. We would engage our bodies. In a competition way, we ask traumatic experience about relation. Afterwards, after that, black and Bon, blue. je passe parce que c'est tellement catastrophique. En 1977, alors une autre performance qui est toujours avec Ulay, bon, qui interroge, j'ai vu la précédente en fait, interroge la relation de couple, c'est-à-dire plus ils se rapprochent, plus ils s'éloignent. C'est-à-dire à chaque fois qu'ils sont en contact, eh bien ils se percutent et ils s'éloignent à nouveau, etc. Donc c'est le paradoxe en quelque sorte du couple qu'ils interrogent là, tout comme dans cette performance où ils ont bloqué leurs narines avec des filtres de cigarettes et ont pressé donc leur bouche l'une contre l'autre, et de telle sorte qu'ils ne peuvent inhaler autre chose que l'exhalaison, c'est-à-dire le gaz carbonique de l'autre. Et c'est-à-dire que lui, il prend une inspiration et il libère du dioxyde de carbone dans la bouche de Marina Abramović et le rejette ensuite dans celle de son compagnon, etc., etc., jusqu'à aller à l'asphyxie. Hein. Et donc ici, il y a une interrogation toujours sur le paradoxe de l'amour, le paradoxe du baiser qui conduit jusqu'à l'asphyxie. Donc premier aspect, bah, c'est voilà l'image d'un baiser passionné, mais qui se transforme finalement en passion destructrice, et ils finissent à bout de souffle et en état de semi-asphyxie, interrogeant l'amour et la relation amoureuse, donc à travers les limites du corps masculin et féminin. Dans le même genre, ils ont fait celle-ci qui s'appelle Relation in Time, où ils sont assis et ils ne tiennent que par les cheveux et ils doivent tenir le plus longtemps possible. Alors la performance commence pendant 16 heures sans public et la dernière heure se fait en public, mais au bout de 16 heures, dos à dos, droit, tenu uniquement par les cheveux, eh bien, les liens apparemment indéfectibles commencent à s'étioler, la position devient inconfortable, ils perdent l'équilibre, les dos s'affaissent, les corps fatiguent, etc. Et l'idée, c'est de montrer la quête impossible de l'harmonie entre le corps et l'esprit, parce qu'ils voudraient rester unis, mais le corps les en empêche. Alors peut-être plus emblématique encore cette nouvelle performance qu'ils vont livrer d'abord à Bologne et puis qui va être reprise ensuite un peu partout dans le monde. Ça s'appelle Imponderabilia, donc impondérable. Et dans l'entrée du... Voilà, il y a 3 images là. Et donc dans l'entrée du musée, ils sont tous les deux face à face, nus. Et le public ne peut pas entrer dans le musée autrement qu'en se frottant contre eux, parce que l'espace est très étroit. Donc, ce qui les intéresse là-dedans, c'est de voir de quel côté les gens vont se tourner. Parce qu'ils peuvent pas passer de face. Alors, est-ce qu'ils vont se mettre face à elle? Est-ce qu'ils vont se mettre face à lui? Est-ce qu'ils vont mettre le visage face à elle? Est-ce qu'ils vont mettre le visage face à lui? Voilà, ça pose toutes ces questions
comme souvent chez Marina Abramović, avec un minimum de moyens dans la mise en scène. Donc rencontre brève, rencontre intime, puisque avec les corps, et franchissement d'un seuil symbolique entre deux espaces, qui devient aussi franchissement du corps de l'autre. Hein. Et une fois qu'il était dans la galerie, le visiteur pouvait voir inscrit en grand sur le mur le commentaire de sa propre expérience, c'est-à-dire impondérable, hein, des facteurs humains aussi impondérables que tout ce qui peut se passer dans un musée, la sensibilité esthétique et d'une manière générale, à travers cette performance, l'importance primordiale des impondérables dans la détermination de la conduite des humains. Le spectateur, ici, devient le sujet central de la performance, en fait. Parce qu'ils sont là, ils bougent pas, et c'est le public qui fait l'action. Hein. Donc, action donc, qui peut être ni appréciée, ni prévue, puisque c'est un impondérable. Voilà. Autre performance avec un serpent. Il s'enferme, ça s'appelle Free, donc 3. Il s'enferme en 1978 pour leur anniversaire, ils sont nés le même jour, dans une cage avec un serpent, et ils soufflent dans une bouteille pour exciter le serpent, et ils vont rester comme ça pendant quelques heures à se confronter à la présence du serpent. 1978 toujours, c'est AAA, qui est une performance qui consiste simplement à hurler à deux le plus longtemps possible. Et en 80, une performance qui s'appelle Rest Energy, alors qui celle-là aussi a été très marquante, qui interroge également la relation de couple. C'est pas ça, hein? Ah oui, bien sûr, oui, évidemment. Ça tombe bien, ça n'a pas démarré. Désolé, Billy. Mettre fin au carré une bonne fois pour toutes. Bon, ben... Vous allez avoir mieux que les brosses manuelles. Pour nettoyer les endroits difficiles d'accès, on commence à bien. La génération handicapée commence avec Coralie. L'objectif, c'était de tenir 4 minutes 30 comme ça. C'est-à-dire que si lui, sa main lâche, elle prend la flèche. Si elle lâche l'arc, elle prend la flèche aussi. Et pour qu'il y ait un vrai danger, la pointe de la flèche était empoisonnée. Pour que si elle soit juste blessée, eh bien que néanmoins, sa vie soit en jeu.
Alors, autre performance, je vous l'avais annoncé tout à l'heure, qui est celle de leur séparation. Ça s'appelle The Great Wall Walk, c'est-à-dire la marche sur la Grande Muraille, en l'occurrence la Grande Muraille de Chine. C'est la dernière performance commune qui signe la fin de leur relation, qui était une performance, enfin relation amoureuse et artistique, performance légendaire. Bon, qui a demandé des années de négociations avec les autorités chinoises et il l'avait donc prévu avant au cas où. Et chacun est parti d'une extrémité opposée et 90 jours et 2000 kilomètres plus tard, eh bien, ils se retrouvent à mi-parcours, se saluent et prennent congé l'un de l'autre. Alors, je vais pas vous passer la vidéo parce que comme c'est assez lourd, à mon avis, ça va mettre un temps fou à charger et on n'aura rien. Donc simplement voilà, on les voit là, ils se croisent, ils se prennent dans les bras, elles pleurent et chacun repart sur son chemin, voilà, de manière un petit peu symbolique. Mais vous voyez que dans les performances de Marina Abramović, tout en fait est matière à être exposé et y compris sa vie intime, c'est-à-dire que il y a vraiment une très forte union entre vie intime et vie privée. Autre performance, The Onion. Alors là, c'est quelque chose de très simple, mais encore une fois, comme très souvent, c'est simplement, elle mange un oignon et forcément, elle se met à pleurer, hein, parce que l'oignon, c'est bien connu, ça fait pleurer. Et elle se plaint de la vie, mais en fait, elle a fait ça dans une démarche très politique. C'était pendant la guerre des Balkans, pour dénoncer l'extermination de 8000 Bosniaques par l'armée serbe, sachant qu'elle-même est serbe, donc c'était un geste très fort. Voilà. Une de ses grandes performances en 1997, une des dernières grandes performances, il y en aura encore après, mais c'est Balkan Baroque. Et dans Balkan Baroque, elle est installée sur un tas d'os, des os de bœuf sanguinolents, qui sont déjà dans un état un peu avancé, puisqu'il y a des asticots. Et elle est assise au sommet, dans une grande tunique blanche. Et son objectif, c'est de nettoyer méthodiquement chaque os avec une brosse en métal, de l'eau et du savon, et pour enlever toute trace de sang et de chair, en chantant des airs populaires de l'ex-Yougoslavie de son enfance. Voilà. Dans la salle du musée, la chaleur est étouffante, ça pue, c'est absolument pestilentiel, et ça va durer comme ça pendant 4 jours. Sa façon à elle, donc, de dénoncer la guerre en ex-Yougoslavie et de dénoncer aussi toutes les coutumes qu'elle juge un peu stériles et les chants traditionnels, les pratiques désuètes qu'elle montre à travers des images vidéo. Mais là encore, ça va prendre 3 heures à charger, donc je vous en fais grâce. Pour passer à sa dernière grande performance, qui donc enfin avant-dernière, puisque la dernière ce sera ses obsèques. Alors pour ses obsèques, elle a prévu quelque chose de très complexe, puisque elle veut 3 cercueils et 3 tombes, une à Amsterdam où elle a vécu, une à Belgrade où elle est née, une à New York où elle a travaillé, mais elle ne veut pas que le public sache dans laquelle de ces sépultures elle reposera. Voilà. Alors avec ça, il y a des chanteurs qui doivent intervenir, il y a tout un code couleur, etc. en plus. Mais ça sera son ultime performance qui est parfaitement déjà écrite. Alors là, c'est l'une des plus fameuses. Donc on est au Museum of Modern Art à New York en 2010. C'est une performance qui s'appelle The Artist is Present. Alors il y a un jeu de mots sur présent, parce qu'un présent c'est un cadeau. Hein. Donc l'artiste est présent, mais en anglais, c'est aussi est présent, mais est cadeau. C'est-à-dire qu'elle s'offre encore une fois au public. Et là, elle est au sommet de sa célébrité à ce moment-là, et elle fait quelque chose d'assez exceptionnel, c'est-à-dire que elle s'assied
à une table, comme on la voit ici. Et donc, ça va durer pendant 3 mois. Et je vous ai dit, 750 000 personnes vont venir simplement s'asseoir en face d'elle. Et c'est juste ça, elle ferme les yeux, et quand la personne est installée, elle ouvre les yeux, et la personne peut la regarder dans les yeux aussi longtemps qu'elle le souhaite. Voilà. Et c'est très très étonnant, parce que ça provoque des réactions très extrêmes. Il y a des gens qui rient, qui sont très heureux, il y a des gens qui fondent en larmes. C'est voilà, quelque chose d'assez particulier, et à la première de cette performance, au vernissage, si on peut dire, il va se passer quelque chose d'imprévu. Alors, je vous montre quoi. Enfin, c'est dit dans le commentaire, mais vous allez vite comprendre. Et on va finir là-dessus, donc. Ah, pardon, mais je m'y serais pas fait du tout, hein. Bon, puis là, c'est la souris qui glisse plus. This was the performance in Roma, which just recently I made. This performance, I accepted it later. I'm just going to see the chip there, and then we have to just there in front, and every public considers what they want. Where is it me? This is ridiculous. You know, this is real. This shouldn't be. And you know the time to sit in front, not here. But I sit 3 months, and I sit every day 8 hours, the opening of the museum, and I will try it, he says, for 10 hours, and then I remove the table, and I'm still sitting. And this changed everything. This performance, maybe 10 or 15 years ago, we don't have the need of people to actually experience something different. What did you do? The relation was one-to-one. I was watching these people. They would come and sit in front of me, but they have to wait for hours and hours to get to this position. And finally, they sit. And what happened? They are observed by other people. They are photographed. They are filmed by the camera. They are observed by me. And they're not just me. Themselves. And that makes a difference. There's so much made already. There's so much incredible things when you look at somebody else's eyes. You could just be amazed how it was like you say one more. Everything happened. And I understood when I stood up in the chair of the class. I'm not the same anymore. C'est le plasticien Oulay avec qui, dont elle s'était séparée 20 ans plus tôt. Voilà.
Oui. Juste pour savoir, dans les 3 mois, il est arrivé quand, du coup, Le soir de la première. Le soir du vernissage. Voilà. Bien, donc, pour conclure, donc, ce rapide parcours, et pardon pour un peu pour les conditions de son et d'image, mais voilà, petit parcours pour présenter un peu cet art de la performance qui, je le disais tout à l'heure, est de plus en plus présent sur les scènes théâtrales. Je parlais de Carolina Bianchi tout à l'heure, dont le dernier spectacle qui s'appelle The Brotherhood, la communauté des hommes, vient d'être présenté là à Paris. Et comme dans le précédent, qui s'appelait La Noce, Bonne Nuit Cendrillon, eh bien, Carolina Bianchi interroge beaucoup le rôle des performeuses, c'est-à-dire qu'elle cite Marina Abramovic, elle en cite plein d'autres, et elle s'inscrit dans cette lignée, et elle est complètement Carolina Bianchi dans cette performance qui fait du corps, et en particulier du corps de la femme, l'œuvre même, et qui le place dans une dimension politique très forte. Dans son précédent spectacle, celui qu'il a fait connaître en France, puisque c'est une performeuse brésilienne, Carolina Bianchi. Donc le titre, c'est La Noce, Bonne Nuit Cendrillon. Bonne Nuit Cendrillon, c'est le nom Boa Noite Cinderela que l'on donne au Brésil au GHB, vous savez, qu'on appelle aussi la drogue du viol. Hein. Et Carolina Bianchi a été elle-même victime de cette drogue, elle a été violée, et son spectacle est conçu en plusieurs parties. Et au début, au début du spectacle, elle s'administre une dose de GHB. Elle prévient le public que elle ne va pas tenir très longtemps, qu'à un moment donné, elle va perdre connaissance. Mais avant, elle commence par faire une conférence sur les performeuses qui ont mis en jeu leur corps et pourquoi elles ont mis en jeu leur corps. Et c'est là qu'intervient la notion de la noce, puisque elle va parler d'une performeuse italienne qui, avec une autre artiste, avait décidé de traverser l'Europe. Elles étaient parties, je ne sais plus d'où, de Vienne peut-être, pour aller jusqu'à Jérusalem en traversant les Balkans. Et le pari, c'était de le faire en autostop, habillée en mariée. Voilà. Et en Turquie, elle s'était donné aussi pour mission de monter dans toutes les voitures qui s'arrêtaient, quelle que soit l'impression qu'elle puisse avoir de la part des occupants de la voiture. Et en Turquie, l'une des deux artistes qui avait eu cette idée-là, Pipa, est montée dans la voiture. Sa camarade n'a pas voulu monter avec elle parce que elle a rompu en quelque sorte le pacte en disant « j'ai pas confiance ». Et elle avait un petit peu raison peut-être, puisque le lendemain, on a retrouvé le corps de Pipa étranglé et violé. Et donc, c'est ce qui sert de point de départ au premier spectacle de Carolina Bianchi. Et donc, à partir de là, elle interroge toutes les performeuses et pourquoi utiliser son corps, pourquoi mettre son corps en danger, etc. Ce qu'elle fait elle-même, puisque au bout d'une heure à peu près, elle perd connaissance.
à cause du GHB. Et là, le reste de la troupe va rejouer de différentes façons le viol dont elle a été la victime. Ils vont le faire en danse, ils vont le faire en mime, ils vont le faire en théâtre, etc. Et la scène finale, c'est sur le capot d'une voiture, et il place le spectateur en position de violeur. Et pour ça, avec une caméra médicale, eh bien, ils vont faire une vaginoscopie de Carolina Bianchi, qui est encore sous l'effet de la drogue. Et donc, c'est le public tout entier qui pénètre dans le vagin de l'artiste pour mettre justement dans cette performance, interroger le rôle du public, pourquoi il vient là, son rôle à la fois de voyeur, de témoin, et d'interroger vraiment toutes ces questions-là, et de jeter aussi une sorte de réflexion dans le public qui est très divisée finalement entre culpabilité, parce qu'il y a un sentiment de culpabilité très fort à voir ça, culpabilité, voyeurisme, rejet, dégoût, etc. Solidarité aussi, bien entendu, mais qui interroge vraiment les codes du spectacle, parce que la performance, notamment dans sa dimension happening, même si on emploie encore une fois le même terme pour tout, occulte ou coupe court à une dimension qui était très importante au théâtre, qui était la dimension d'empathie. C'est-à-dire que le spectateur de théâtre, bon, c'est la fameuse catharsis d'Aristote, je pense que vous en avez déjà entendu parler, de purgation des passions, on se vide, on se purge de ces passions négatives à travers ce qu'on voit sur scène et qu'on n'a pas le droit de faire dans la vie sociale. Et donc, cette notion de catharsis permet de se fortifier, de se libérer, de redevenir plus fort. Et dans la performance, il n'y a plus ça. C'est-à-dire à partir du moment où le spectateur passe à l'acte, alors soit qu'il passe à l'acte comme chez Marina Abramović pour lui faire violence, soit qu'il passe à l'acte symboliquement par la vidéo qui introduit son regard dans l'intimité, qui invite le regard du spectateur à pénétrer la victime du viol. Voilà, on est le regard du spectateur est en quelque sorte pris en otage, et il n'y a plus d'empathie. Soit le spectateur passe à l'acte, soit il est pris dans le mouvement, mais il n'a plus ça. Donc plus de catharsis. Et d'ailleurs, à la fin de son spectacle, du premier spectacle, la voiture qui arrivait sur scène, sur laquelle était rejoué son viol, la plaque d'immatriculation était remplacée par la mention « fuck catharsis ». Voilà, donc cette présence de la performance, sous l'impulsion d'artistes comme Marina Abramović, reprise ensuite par des performeuses. Je prends l'exemple de Carolina Bianchi parce que son dernier spectacle, qui prolonge en fait le premier, c'est une trilogie, ça s'appelle la trilogie des chiennes, et la deuxième partie vient d'être présentée à Paris. Donc, sont complètement dans cette dimension-là d'un théâtre complètement frontal, qui met le spectateur directement aux prises avec une réalité plus ou moins transposée, mais bon, et donc bouleverse complètement le rapport du spectateur à ce qui se passe sur une scène, en fait. Et l'origine de ça, c'est vraiment la performance, et d'autres. Bon, il y a quelques années, enfin, elle est toujours très active, mais il y a eu le spectacle Carte noire nommée Désir de Rebecca Chaillon, qui interrogeait là le racisme plutôt, mais pas que, le racisme, la grossophobie, etc. Et puis Angelica Lidl aussi dans ses spectacles, qui fait souvent des choses extrêmement trash, extrêmement violentes, extrêmement provocatrices. Alors chaque fois, pour ces artistes, en dévoilant énormément leur intimité et leur nudité, bien sûr. Et donc, je pense que c'est actuellement un courant qui est en train de devenir très important et vraiment de nourrir la création théâtrale la plus contemporaine. Donc, c'est pour ça qu'il me semblait intéressant de vous en parler. Voilà. Merci pour votre attention.